Deux révélations troublantes sur l'un des plus gros producteurs du cinéma, à des films censurés pour des raisons politiques, en passant par des meurtres mystérieux de célébrités. Voici l'iceberg des pires scandales de l'histoire du cinéma, que j'ai réalisé entièrement moi-même. On va commencer avec des affaires très médiatisées et connues du grand public. Et à mesure que nous descendrons jusqu'aux abysses, nous parlerons de sujets plus obscurs, plus mystérieux, et qui touchent aux pires atrocités dont l'industrie du cinéma est capable. On va commencer par les eaux claires, la strate qui regroupe tous les scandales les plus connus et les plus récents. Si vous traînez ne serait-ce qu'un tout petit peu sur les réseaux sociaux depuis au moins 10 ans, sans même vous intéresser au cinéma, vous devriez avoir entendu parler de tous ces sujets, dont le premier qui est sans doute l'un des plus marquants de ces dernières années. En 2019, sort dans les salles françaises J'accuse, un film retraçant l'enquête du commandant Marie-Georges Picard, convaincu de l'innocence du capitaine Alfred Dreyfus, injustement condamné pour espionnage au profit de l'Allemagne. Sur le papier, c'est un film historique classique, sérieux et bien fait. C'est d'ailleurs ce qu'il est. Le problème, ce n'est pas le film. Le problème, c'est son réalisateur, Roman Polanski. Cinéaste mondialement célébré, auteur de films cultes comme Chinatown, Rosemary's Baby ou Le Pianiste, Polanski est aussi un homme qui, en 1977, à l'âge de 43 ans, a drogué et violé une adolescente de 13 ans, Samantha Gamer, lors d'un prétendu shooting photo à son domicile. Une histoire horrible qui a aussi marqué le début d'une cavale judiciaire s'étalant sur plusieurs décennies. Revenons en arrière. Suite à cette nuit de 1977, Polanski est arrêté et plaide coupable. Après 42 jours de prison, alors qu'un juge annonce vouloir prolonger arbitrairement sa détention pour provoquer un scandale médiatique, Polanski fuit les États-Unis avec l'accord tacite de la justice, à condition de ne jamais y remettre les pieds. Ces faits ont plus de 40 ans au moment de la sortie de J'accuse, mais pour beaucoup, le temps ne change rien à l'essentiel. Une adolescente a vu sa vie brisée et son agresseur n'a jamais purgé sa peine. C'est dans ce contexte que le film provoque une onde de choc, car à cause de son sujet, beaucoup sont ceux qui y voient une mise en parallèle implicite entre Dreyfus et Polanski lui-même, comme si le cinéaste se présentait en victime d'un acharnement médiatique injustement pourchassé par une foule idiote. Une comparaison intenable, Dreyfus était innocent, Polanski coupable. La polémique enfle. Des manifestations éclatent, on réclame le retrait de ces Césars, son bannissement de l'industrie. Des figures publiques comme Virginie Despentes ou Adèle Haenel prennent la parole pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme une glorification de l'impunité. Mais malgré ça, rien ne change. Aucun César ne lui est retiré, aucune sanction n'est prise, Roman Polanski continue de travailler et sort un nouveau film en 2023. Je me dois de préciser cependant que Roman Polanski a présenté ses excuses directement auprès de Samantha Gamer, qu'elle a accepté, qu'elle a exprimé vouloir que les gens oublient l'affaire afin qu'elle puisse passer à autre chose. Ça c'est très bien, mais à ce jour, nous n'avons aucune réponse au sujet de la dizaine d'autres femmes qui accusent Polanski de faits similaires. Oh, wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! Cet extrait est devenu un mème détourné d'innombrables fois. Et a raison. Après tout, un acteur célèbre comme Will Smith, qui colle une petite gifle à un mec ayant fait une blague déplacée sur sa femme, c'est marrant et même un peu mignon. Mais cet événement marque en réalité l'explosion d'une histoire secrète et bien plus sombre. Will Smith rencontre sa femme Jada Pinkett au début des années 90, alors qu'il est en pleine ascension. Depuis, les amants n'ont jamais arrêté de faire parler d'eux pour leurs différences majeures de caractère. Si Will Smith a toujours essayé d'être un mari parfait, qui donne beaucoup d'attention à sa femme et se remet souvent en question, Jada Pinkett, c'est tout l'inverse. Elle ne parle que d'elle, ne montre rien à son mari et a même admis l'avoir trompé. Au fil du temps, cette relation a complètement bousillé la réputation de Will Smith, qui est passé d'une star d'Hollywood à un homme maltraité, prisonnier d'une relation calamiteuse dans le regard des gens. Cette réputation est très difficile à porter pour Will Smith et on a déjà vu plusieurs fois qu'il en souffre énormément, notamment dans l'émission où sa femme a avoué l'avoir trompé. Clairement, ça c'est le visage d'un homme en souffrance. En gros, c'est un cercle vicieux. Plus les gens se moquent de sa relation avec Jada, plus il s'efforce d'avoir l'air d'un mari parfait qui contrôle sa situation, plus il souffre en voyant que ses efforts sont dérisoires et plus les gens se moquent de lui. Donc, quand durant la cérémonie des Oscars, il rigole à la blague de Chris Rock qui compare sa femme à un personnage du film à armes égales car tous les deux chauves, mais s'énerve et finit par le gifler en voyant la concernée rouler des yeux, c'est pas juste le geste d'un homme qui veut défendre l'honneur de sa femme, mais celui d'un acteur qui, acculé par des années de pression médiatique, se résout à la violence physique pour essayer de sauver son image. Le reste de la cérémonie s'est déroulé normalement, mais Will Smith a été exclu pendant 10 ans des Oscars. Cet événement a fait beaucoup débattre, certains y voyant un syndrome de masculinité toxique ou encore de violence conjugale féminine. Mais d'autres ont condamné l'Académie pour son laxisme et auraient voulu une sanction plus sévère contre Will Smith.
Encore une autre affaire très médiatisée du monde du cinéma, le procès opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard a déchaîné les chroniques ces dernières années. En 2016, Amber Heard quitte Johnny Depp et l'accuse d'avoir été un compagnon violent qui la battait sous l'effet de l'alcool. Suite à ces accusations, les anciennes amantes de l'acteur sont venues en rajouter une couche en corroborant le témoignage de Amber Heard, affirmant que Depp était en effet un homme méchant et jaloux. À cette époque, il y avait des scandales concernant des choses dont nous parlerons un peu plus bas dans l'iceberg. Cette période était un peu une chasse aux sorcières, où tout le monde voulait dénicher des gens coupables de violences contre les femmes pour les punir le plus vite et sévèrement possible. Ainsi, la réaction contre Depp fut immédiate. Il a perdu tous ses contrats, vu sa réputation complètement détruite, et a été contraint de gaspiller des dizaines de millions de dollars dans sa bataille juridique contre son ex-femme. Et ce, sans que personne ne prenne le temps d'écouter sa version des faits. Et on aurait bien dû l'écouter, car lors du procès en Angleterre de 2022, les jurés ont remarqué de nombreuses incohérences dans le témoignage de Amber Heard. Ils ont donc tranché en la faveur de Johnny Depp et ont condamné son ex-femme à lui reverser 10 millions de dollars. On aurait pu croire que ça allait marquer une fin heureuse pour Johnny Depp, mais non. À cause de cette bataille juridique qui a duré des années et dans laquelle ils n'ont pas arrêté de s'accuser mutuellement de tout et n'importe quoi sans que personne ne puisse démêler le vrai du faux, ils sont en quelque sorte devenus les fous du grand village d'Hollywood, menant beaucoup à s'écarter d'eux. De plus, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, Johnny Depp n'était pas non plus tout blanc dans l'affaire, puisqu'il a été également condamné à verser 2 millions de dollars à Amber Heard pour diffamation. Sans oublier que sa dépendance à l'alcool et à la drogue ont joué un grand rôle dans la destruction de son couple avec Amber Heard. Aujourd'hui encore, ni Johnny Depp ni Amber Heard n'ont su réparer leur réputation ou trouver des rôles dignes de ceux dont ils avaient l'habitude avant leur bataille juridique. On va faire une pause avec un sujet un peu plus léger. Sausage Party est un film d'animation sorti en 2016 qui raconte l'histoire de diverses nourritures dans un magasin qui espèrent être achetées par des humains et emmenées vers ce qu'elles croient être un paradis. Mais les choses basculent vers l'horreur quand elles découvrent que les humains ne les achètent que pour les dévorer. Le héros du film, une saucisse appelée Frank, va alors commencer une grande enquête pour découvrir la vérité sur ce monde et sauver ses confrères. Si ce scénario fait juste penser à un film d'animation assez banal, il se distingue par le fait qu'il contient de la vulgarité, des scènes de meurtre, des blagues sur les stéréotypes ethniques et sur le cul. Énormément de blagues sur le cul. Donc évidemment, même si c'est un film d'animation avec un style graphique qui rappelle un peu celui des Pixar, c'est clairement pas pour les enfants. Ces distributeurs l'ont bien compris, puisqu'ils l'ont interdit aux moins de 12 ans en France et aux moins de 17 aux États-Unis. Cependant, certaines associations comme Promouvoir ou la Manif pour tous ne l'ont pas compris et ont accusé le film d'être, je cite, une partouche géante à voir en famille. Ils se sont donc battus pour faire interdire le film, ce qui n'a pas marché. Le film ayant rencontré un énorme succès commercial et ayant même eu le droit à une série sur Amazon Prime y faisant suite. Bref, c'est un des scandales les plus stupides et les plus évitables de toute l'histoire du cinéma, et il n'a existé seulement car certaines personnes continuent de croire qu'un film d'animation est forcément destiné aux enfants. Cher jeune, bonjour. Je voudrais te parler un tout petit peu d'Harry Potter pour te faire savoir que malheureusement, Harry Potter, ça vient pas vraiment de Dieu, tu vois. En réalité, Harry Potter, c'est une initiation au mal. Si comme moi, vous traîniez beaucoup sur YouTube il y a 10 ans, vous avez forcément vu cette vidéo. Cette charmante dame, avec un magnifique tableau de Jésus derrière elle, qui nous explique que Harry Potter n'est pas qu'une simple franchise cross-média pour adolescents, mais un outil de propagande du diable. Si ça peut prêter à sourire, elle n'est en réalité qu'une croyante parmi des milliers à travers le monde qui pensent sincèrement que Harry Potter est l'œuvre d'un complot sataniste visant à détourner les gens de Dieu, et qu'il faut donc combattre cette franchise. Pourquoi ? Simplement car Harry Potter fait référence à la sorcellerie et à de multiples religions païennes, contraires au canon chrétien. Harry Potter a beau être un héros luttant contre les forces du mal et l'auteur J.K. Rowling une chrétienne conservatrice, ça ne change rien pour ces gens. Et ils vont loin dans leur délire, puisqu'ils essayent depuis longtemps de faire interdire les livres Harry Potter dans les écoles et ont même des camps aux États-Unis où ils radicalisent des enfants avec des méthodes s'apparentant à de la torture psychologique. Warlocks are enemies of God. And I don't care what kind of hero they are, they're an enemy of God. And had it been in the Old Testament, Harry Potter would have been put to death. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est juste des gens mal renseignés qui ne savent pas faire la différence entre un vrai culte satanique et une œuvre de fiction. D'ailleurs, on va encore un peu parler d'Harry Potter avec l'entrée suivante.
Harry Potter est l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire. Plus de 500 millions de livres vendus dans le monde, 8 films qui ont tous été dans le classement des 50 longs métrages les plus rentables de tous les temps, et une large communauté de fans à travers le monde, toujours aussi forte, malgré le déclin évident de la saga depuis plusieurs années. Son auteur, J.K. Rowling, est d'ailleurs devenu la première écrivain milliardaire grâce aux histoires de son sorcier à lunettes. Mais c'est aussi elle qui est à l'origine d'une fracture au sein de la communauté Harry Potter. Voyez-vous, au fil du temps, Harry Potter est devenu un refuge pour de nombreux adultes et adolescents marginaux, dont beaucoup appartenant à la communauté LGBT+, notamment des transgenres. Or, J.K. Rowling s'est toujours affirmée comme étant une femme conservatrice ayant reçu une éducation chrétienne. Elle a développé, involontairement, une fanbase ayant des croyances politiques radicalement différentes des siennes, et avec son activisme croissant, depuis son rôle de scénariste sur les animaux fantastiques, ça ne pouvait que mal finir. La bombe a explosé en décembre 2019 lorsque J.K. Rowling a exprimé sur Twitter son soutien à une consultante dont le contrat n'a pas été renouvelé à cause de tweets où elle affirmait que les femmes trans n'étaient pas des femmes. Rowling a eu beau justifier son positionnement en expliquant que les femmes trans avaient parfaitement le droit de vivre mais qu'elles ne seraient jamais de vraies femmes, le mal était déjà fait. Cet événement a profondément déchiré la communauté d'Harry Potter entre deux camps bien distincts. Ceux qui apportent leur soutien à J.K. Rowling en rappelant tout le bien qu'elle a fait avec sa notoriété, et ceux qui voudraient retirer son nom d'Harry Potter et l'avoir banni à tout jamais pour sa transphobie. Probablement l'affaire judiciaire la plus importante et la plus connue de toute l'histoire du cinéma, le cas d'Harvey Weinstein a eu des conséquences profondes et gigantesques sur tout Hollywood et sur l'industrie du cinéma dans le monde entier. En octobre 2017, les journaux New York Times et New Yorker rapportent que 12 femmes accusent Harvey Weinstein, producteur de cinéma ayant créé les sociétés Miramax et Weinstein Company, d'agression et de viol. Suite à ces premières accusations, d'autres femmes viennent aussi témoigner contre le producteur états-unien pour des faits similaires. Quelques-unes, puis des dizaines, et au final, ce sont des centaines de femmes qui l'accusent de fait cet acabit. Les premières agressions ayant eu lieu au début des années 90. Weinstein s'en est pris à un grand nombre de femmes d'une façon similaire. Il invitait sa victime dans une chambre d'hôtel, prétextant un rendez-vous professionnel, et puis il demandait des faveurs en échange d'un contrat. Que la victime accepte ou non, l'issue était la même. La raison pour laquelle les témoignages ont mis si longtemps à sortir était que Weinstein était un producteur riche et influent, qui avait largement les moyens de détruire la carrière de quiconque voulant prendre la parole contre lui. C'est notamment ce qui est arrivé à Ashley Judd, une étoile montante qui a vu sa carrière brisée après avoir refusé les avances de Weinstein. Un premier procès a eu lieu début mars 2020, au bout duquel Weinstein a été condamné à 23 ans de prison ferme. Aujourd'hui, Harvey Weinstein est encore incarcéré. Il ne sortira probablement jamais, étant donné qu'il a 74 ans, qu'il souffre de plusieurs maladies graves et que sa vie se résume maintenant à des allers-retours entre la prison, l'hôpital et les procès pour de nouveaux chefs d'accusation contre lui. Mais sachez qu'à ce jour, il continue de prétendre que toutes les accusations contre lui sont fausses. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur celle-là, étant donné que j'ai déjà résumé toute l'affaire dans une vidéo sortie il y a un an. Mais pour faire simple, Mignonne, c'est un film français réalisé par Maïmouna Doucouré et sorti en 2020, produit par France 3 et Bien au Bien Productions. Le film a été distribué en streaming par Netflix aux US sous le titre Cuties. Là-bas, il a été vivement critiqué sur Twitter pour son affiche, montrant des petites filles prenant des poses lascives. La polémique s'est alors propagée en France, et même s'il serait sans doute passé sous les radars chez nous, car il était promu avec une affiche assez classique pour un film d'auteur français, les gens sont devenus furieux quand ils ont découvert de quoi parlait le film. C'est l'histoire d'une adolescente, Amy, en échec scolaire et délaissée par sa famille, qui rejoint un groupe de filles, les mignonnes, qui veulent devenir des danseuses comme celles qu'elles admirent sur les réseaux sociaux. Si le film est une critique évidente de l'impact qu'ont les influenceurs sur des adolescents dénués de repères, sa mise en scène est sans doute l'une des plus maladroites de toute l'histoire du cinéma. Il y a plein de plans sur les fesses des enfants, d'autres où on voit leurs culottes, où on les voit se trémousser. En bref, ça s'apparente à une certaine catégorie de films pour adultes avec des enfants. On a vu des pétitions pour faire changer l'affiche états-unienne, puis d'autres qui ont commencé à annuler leur abonnement Netflix et à militer pour l'interdiction du film. D'autres ont pris la défense de Mignonne, notamment la ministre de la Culture française de l'époque, Roselyne Bachelot, qui a reproché à ses détracteurs de ne se baser que sur des extraits hors contexte. La réalisatrice a quant à elle expliqué avoir fait Mignonne comme un cri d'alerte après avoir vu des filles se trémousser comme dans le film lors d'une fête des voisins. Au final, Mignonne est progressivement tombé dans l'oubli, même s'il ressort souvent comme l'une des pires choses que Netflix ait jamais permis sur sa plateforme. Alors comme dans les commentaires sous ma vidéo sur Mignonne, je sais que certains parmi vous me diront que je n'ai pas compris de film, que c'est normal de montrer des choses comme ça. Mais soyez honnêtes, si Mignonne n'avait pas été réalisé par une femme de 35 ans mais par un homme de 74, il ne serait clairement pas aussi bien passé.
prenez une longue respiration, car nous allons à présent descendre sous la surface de l'iceberg. La lumière est encore visible, l'eau tiède, mais nous commençons à voir les ténèbres qui s'étendent loin sous nos pieds. Des sujets bien plus sombres nous attendent ici, le premier étant d'ailleurs tristement d'actualité. On a parlé plus tôt du cas d'Harvey Weinstein et du fait qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ses agissements soient révélés. Mais ce scandale a aussi libéré la parole sur des tas d'autres affaires et encouragé des milliers de personnes dans le monde entier à dénoncer les agressions dont elles ont été victimes. Victimes qui ont notamment pris la parole sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que s'est répandu le hashtag MeToo, qui a aussi donné en France le hashtag Balance ton porc, qui permettait de mettre en avant des posts dénonçant des agressions. Ainsi, il y a plein d'histoires sordides qui ont émergé avec ces hashtags et qui mériteraient un iceberg dédié. Mais je voudrais juste vous parler d'une seule de ces affaires, une des plus médiatisées et les plus brutales. Kevin Spacey est un acteur qui était très en vogue à Hollywood il y a environ 10 ans, qui a rencontré un énorme succès grâce à la série House of Cards, la série à avoir propulsé Netflix à la table des grands producteurs du cinéma états-unien. Si la série aurait aussi pu propulser la carrière de Kevin Spacey, les choses se sont brusquement écroulées pour lui en 2017, lorsqu'une série d'accusations contre lui ont été portées au tribunal. Le 29 octobre, l'acteur Anthony Rapp publie un témoignage dans lequel il raconte que Kevin Spacey aurait tenté d'abuser de lui alors qu'il était âgé de 14 ans. Kevin Spacey réagit rapidement avec un communiqué. Il dit ne pas se souvenir des faits, s'excuse si son comportement a pu être déplacé, mais profite du même message pour annoncer publiquement son homosexualité. Cette déclaration est très mal reçue. Beaucoup y voient une tentative de détourner l'attention et d'associer à tort homosexualité et comportement prédateur. Après cette première accusation, d'autres témoignages émergent rapidement. Plusieurs hommes, principalement des acteurs ou anciens employés du milieu artistique, affirment que Kevin Spacey aurait eu des comportements inappropriés à leur égard. Pire encore, la série documentaire de Netflix Jeffrey Epstein Filthy Rich révèle que Kevin Spacey figurait parmi les passagers du Lolita Express en 2002, le jet privé de Jeffrey Epstein qui lui servait à faire du trafic de petites filles. Il était aussi ami avec son épouse, Ghislaine Maxwell, ultérieurement condamnée pour des faits de cet acabit. La réaction de l'industrie est quasi instantanée. Son agent l'abandonne, Netflix annule la sortie du film Gore qu'il avait réalisé et annonce la rupture de toute collaboration avec lui. Il est écarté de House of Cards, dont la dernière saison sera réécrite sans son personnage. Ridley Scott décide également de retirer Spacey du film All the Money in the World, alors que le tournage est terminé. Il est remplacé numériquement par des reshoots avec un autre acteur. Le procès de Kevin Spacey se tient à Londres en 2023. Il plaide non coupable et nie fermement l'ensemble des accusations, affirmant que les relations décrites étaient consensuelles ou que les faits sont inventés ou exagérés. Après plusieurs semaines d'audience, le jury acquitte Kevin Spacey de tous les chefs d'accusation. Juridiquement, il est donc blanchi dans cette affaire pénale, mais sa réputation ne s'en est jamais remise. On peut notamment le voir sur sa page Wikipédia. Depuis 2017 et depuis le début de l'affaire, il ne fait presque plus rien. Et pour finir, il a récemment refait parler de lui, en se disant prêt à jouer le rôle de Jeffrey Epstein dans un éventuel biopic Netflix sur lui. J'attends que vous finissiez de vomir. C'est bon ? Très bien, on passe à la suite. Mel Gibson était l'un des acteurs et réalisateurs les plus puissants d'Hollywood. C'est notamment lui le créateur des franchises influentes Mad Max et L'Arme Fatale, ainsi que des films Braveheart et Signe. Et si on ne l'a que très rarement vu depuis ces 2 dernières décennies, c'est car en 2004, il a brisé son image en réalisant un film qui a durablement divisé, La Passion du Christ, un film retraçant les dernières heures de la vie de Jésus. Ici, on est loin des représentations romancées et adoucies de la mort du Christ qu'on voit souvent dans les tableaux. Dans le film, on le voit être torturé pendant de longues scènes jusqu'à en être couvert de sang et méconnaissable. Ce qui est plus fidèle à la réalité historique, mais c'est aussi ce qui a causé une grande partie des polémiques. La violence, jugée insoutenable par une partie du public, a valu au film d'être accusé de complaisance dans la souffrance. Certaines critiques parlant même d'un spectacle presque sadique dont la caméra insiste sur chaque détail des sévices. Mais la controverse ne s'arrête pas là. Le film a également été accusé d'antisémitisme, notamment pour sa représentation des autorités juives comme principal responsable de la condamnation du Christ, ravivant des tensions historiques très sensibles. Même si Gibson s'est défendu en affirmant s'appuyer sur les évangiles, le doute s'est installé durablement autour de ses intentions. Ce qui a mis Hollywood dans une position difficile, c'est que le film a certes causé une polémique monstrueuse, mais il a aussi été un énorme succès commercial. Mais ses membres ont préféré s'écarter de Gibson et ne plus lui proposer de travail. Son cas s'est aggravé en 2006 quand il a été arrêté ivre au volant et hurlant des insultes antisémites. Après ce film, il a donc été plus ou moins exclu de l'industrie et s'est cantonné à des rôles mineurs dans des films de seconde zone. Mais il faut croire que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et que les choses se sont améliorées pour lui. Car après 23 ans et une production excessivement chaotique, le film va enfin avoir le droit à une suite en 2027, découpée en 2 parties, racontant cette fois la résurrection du Christ avec un nouvel acteur pour incarner le personnage. Et d'ailleurs, en parlant de réalisateurs controversés,
Shining est l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus qui n'aurait pas déjà été dit ailleurs? C'est un film qui a été décortiqué et analysé de fond en comble jusque dans ses moindres détails. Et ça continue encore aujourd'hui avec des vidéos sur lui qui font des millions de vues sur YouTube. Mais malheureusement, produire un film aussi marquant a demandé énormément de travail à l'équipe derrière. Beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices. Le tournage de Shining est resté dans les annales comme l'un des plus éprouvants de toute l'histoire du cinéma. La faute à son réalisateur Stanley Kubrick, qui s'est montré tyrannique et trop perfectionniste sur le tournage. Déjà, il faisait tourner ses équipes en bourrique, les faisant attendre pendant des heures alors qu'il discutait du film avec Jack Nicholson et Shelley Duvall, les deux acteurs principaux. Et c'est d'ailleurs sur Shelley que Kubrick s'est acharné. Pour lui, il devait briser mentalement l'actrice pour qu'elle soit capable de pleinement comprendre son personnage et donner sa meilleure performance. Il l'isolait du reste de l'équipe, l'humiliait devant les autres, ne la félicitait jamais et la forçait à refaire des centaines de fois certaines prises. Elle est ressortie de Shining complètement brisée, si bien qu'elle a lentement arrêté de jouer dans des films avant de disparaître complètement du cinéma. Sauf que tout ça, c'est faux. Les rumeurs qui veulent que Stanley Kubrick aurait harcelé Shelley Duvall sur le tournage de Shining viennent de récits de ce dernier qui auraient circulé sur internet, qui ont été mal compris et amplifiés par le trou énorme dans le CV de l'actrice. Sur sa page Wikipédia, on peut en effet voir qu'elle n'a rien fait entre 2002 et 2023. En réalité, même si le tournage de Shining a effectivement été très éprouvant, ce n'est pas à cause de ça que Shelley Duvall s'est retirée du cinéma. Un tremblement de terre en 1994 a détruit sa maison, la contraignant à rentrer en son Texas natal. Pire encore, elle a commencé à vraiment souffrir durant cette période de sa santé mentale déliquescente, et elle a par conséquent préféré rester loin des caméras pour prendre soin d'elle. Dans ses interviews, Shelley Duvall a toujours exprimé beaucoup de gratitude à l'égard de Kubrick, affirmant que Shining était LE film qui avait fait d'elle une grande actrice et lui avait permis d'améliorer drastiquement son jeu. Finalement, Shelley Duvall mourut en 2024 de complications liées à son diabète, et bien que les rumeurs sur son soi-disant harcèlement dans Shining ont depuis longtemps été débunkées, elles continuent de ternir la réputation de ce film culte. C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Donc il y a tellement de choses au monde qui sont encore plus dégueulasses. Il y a trop de violence, c'est horrible. Ouais. On est témoin de choses qu'on ne peut pas... C'est pas l'art, ça c'est... Ça n'a rien à voir avec l'art, c'est dégueulasse. Viens de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Vous venez de voir les réactions de plusieurs personnes qui ont toutes vu un certain film diffusé au Festival de Cannes 2002. Un film extrême, d'une violence inouïe, qui a causé l'un des plus gros scandales de toute l'histoire du festival. Ce film, c'est Irréversible. Irréversible raconte une histoire simple, mais la raconte en commençant par la fin et en terminant avec le début de l'histoire. Le film commence par la vengeance, la haine, la brutalité et remonte lentement vers l'innocence, l'amour et le quotidien. Un dispositif narratif glaçant conçu pour empêcher toute possibilité de fin heureuse. Ici, rien ne se répare, tout est déjà trop tard. Il a marqué pour ses choix de réalisation radicaux, faits pour vous donner envie de vomir. Il y a les mouvements langoureux de caméra qui n'arrêtent jamais de tourner autour des personnages, mais aussi la bande-son, faite de fréquences très basses, spécialement conçue pour renforcer ce sentiment de nausée. Ce film raconte donc la destruction complète de la vie de 3 personnes prises dans une spirale de violence. L'apogée de cette violence, elle est atteinte lors d'une scène de vie, dans un plan séquence de 15 minutes, qui se déroule dans un tunnel étroit et glauque. On y voit Alex, l'une des 3 protagonistes du film, se faire aborder puis insulter et frapper jusqu'au sang durant son vie. Alors qu'elle appelle à l'aide et crie à plein poumon devant des passants qui regardent de loin ce qu'il se passe sans intervenir. C'est cette scène qui a causé un tel tollé au Festival de Cannes et les réactions des gens que je vous ai montrées plus tôt. Filmer une scène de vie, surtout une si brutale, c'était trop violent pour les spectateurs émitouflés du Festival de Cannes. Beaucoup ont carrément fait un malaise pendant la séance. Ça leur a rappelé qu'en dehors de leur cérémonie protégée, une violence sans nom s'abat tous les jours sur des innocents. Gaspard Noé est un réalisateur connu pour son style extrême et sans fioriture. Tous ses films sont conçus pour dénoncer des sujets graves et pour rester longtemps dans votre tête après que vous les ayez vus. On peut notamment penser à son premier long métrage, Seul contre tous, qui vous plonge pendant 1h30 dans les idées noires d'un boucher misanthrope pour qui tout va mal. Ou encore à son plus récent, Vortex, qui parle d'un vieux couple lentement détruit par Alzheimer. C'est clairement pas des films pour tout le monde, justement à cause de leur style extrême. Mais si comme moi vous cherchez à vous cultiver en matière de cinéma, c'est très intéressant de les regarder. Nous arrivons au terme de notre exploration des eaux claires avec Le Dernier Tango à Paris, un film assez obscur sur lequel on pourrait facilement passer à côté, car ça a tout l'air d'être un de ces vieux films sans intérêt qui passent le dimanche soir sur M6. Mais quand on se penche un peu dessus, on remarque qu'il a un casting vraiment intéressant composé de vedettes de la nouvelle vague et du cinéma italien, avec surtout Marlon Brando que vous connaissez pour son rôle iconique dans Le Parrain.
En plus, le réalisateur, c'est Bernardo Bertolucci, dont les films sont réputés pour leur grande beauté esthétique. Mais malheureusement, le film n'est pas à la hauteur des capacités de son équipe. C'est juste une romance un peu plate entre un homme de 50 ans et une femme de 20, grâce à laquelle il retrouve lentement le goût à la vie. En bref, un film d'auteur français, bizarre et ennuyant comme il en existe par pelleté. Sauf que quand on regarde la page Wikipédia du film, on découvre quelque chose d'inattendu. C'est tout simplement l'un des films les plus censurés et scandaleux de l'histoire. Et pour des raisons horribles. Dès sa sortie en 1972, le film a généré un immense scandale. Interdit par le Vatican, censuré dans beaucoup de pays différents, et une peine de prison de 5 ans avec sursis pour le réalisateur. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de si répugnant dans ce film ? Une scène. Dedans, on voit l'actrice Maria Schneider être sauvagement violée par le personnage de Marlon Brando, qui se sert d'une plaquette de beurre comme lubrifiant. Mais ce n'est pas tout, car cette scène, c'est presque devenu un argument marketing du film, qui a construit son bad buzz dessus. Du genre, venez voir ce film, il y a une scène de viol dedans. C'est horrible, mais heureusement, la scène n'était qu'une simulation. Maria Schneider n'a pas été vraiment vue. Cependant, on ne l'a pas prévenue que la scène serait aussi brutale. Elle s'est sentie trahie et après le film, sa vie était complètement gâchée. Elle ne pouvait plus sortir dans la rue sans se faire harceler ou commander du beurre au restaurant sans que les gens se moquent d'elle. Mais ce qui me choque le plus dans l'histoire, personnellement, c'est les intentions de Bertolucci derrière le film. Il a raconté avoir imaginé l'histoire après avoir croisé une femme dans la rue et fantasmé l'idée de coucher avec elle sans connaître son nom. Et pour la fameuse scène que je vous ai décrite plus tôt, il a dit qu'il ne voulait pas voir une actrice jouer, mais qu'il voulait voir les larmes d'une vraie jeune fille dont on détruit l'innocence. Là, on peut quand même noter une grosse différence d'intention entre Bertolucci et le réalisateur dont on a parlé juste avant, Gaspar Noé. D'un côté, on a un réalisateur qui filme une scène de pour alerter son public, montrer à quel point ce genre d'acte est violent, barbare et doit être pris au sérieux. Du côté de Bertolucci, on a un vieux réac qui filme une scène juste pour assouvir ses fantasmes malsains, quitte à détruire la vie de ses acteurs. Ça montre les pires problèmes que peuvent engendrer le règne du réalisateur tout-puissant et à quel point on a besoin de faire disparaître ce paradigme malsain. La lumière disparaît lentement au-dessus de nos têtes. L'eau se fait plus froide et plus trouble à mesure que nous descendons dans cette strate faite de sujets plus graves. On va notamment parler d'affaires politiques allant bien au-delà de l'industrie du cinéma, d'atteintes graves à la liberté d'expression et de secrets sombres entourant des légendes du 7e art. Lars von Trier est un réalisateur danois qui déchaîne les passions. C'est typiquement le genre d'artiste que soit on déteste, soit on adore sans aucun entre-deux possible. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de vital, c'est que c'est vraiment un réalisateur très important pour le cinéma et pour l'art de manière générale. Il a un truc qui le rend admirable, c'est qu'il n'a jamais fait 2 films qui se ressemblent. Il a fait un drame, une comédie musicale, un film policier, de l'horreur, tous ses projets débordent d'imagination et ont une identité très forte. Il va toujours jusqu'au bout de ses idées et réalise des films que personne d'autre que lui ne pourrait faire. Si avec ça, Lars von Trier semble avoir tout d'un réalisateur admirable, il est aussi passé maître dans l'art des déclarations polémiques. Et c'est ainsi que plusieurs scandales l'entourent. Au Festival de Cannes 2011 par exemple, il a affirmé comprendre un certain peintre autrichien raté Monorchide et avoir de la sympathie pour lui, expliquant qu'il se sentait d'abord juif, puis qu'il s'est découvert nazi. Il s'est rétracté en disant qu'il soutenait les juifs, mais que, je cite, « Oh quand même, Israël fait chier », ce qui lui a valu une exclusion de la cérémonie, une première dans l'histoire du Festival de Cannes. Utiliser la provocation pour faire parler de lui, c'est devenu sa signature. Je pourrais vous citer d'autres de ses déclarations qui ont fait scandale, mais malheureusement, il y a d'autres faits plus graves dont il est accusé. En 2017, la chanteuse Björk, ayant joué dans son film Dancer in the Dark, déclare avoir été victime de harcèlement sexuel et de pression constante sur un tournage. Elle ne cite personne, mais les gens ont aisément deviné qu'il s'agissait de Lars von Trier, car il avait acquis la sale réputation de détruire ses actrices au fil des ans. Même si beaucoup l'ont défendu, tout ça l'a amené à être mis au banc du monde du cinéma. Les gens ne voulaient plus travailler avec lui et c'est devenu presque impossible pour lui de financer ses films. Son dernier en date, The House That Jack Built, sorti en 2018, a d'ailleurs dû être financé par une congrégation de plusieurs boîtes européennes. Depuis, il traverse une sévère dépression. Il n'a plus aucune inspiration pour faire le moindre film et il semble aussi regretter d'avoir fait du mal aux gens autour de lui. C'est une entrée un peu fourre-tout, on ne va pas parler d'un film ou de quelqu'un en particulier, mais d'un genre, le cinéma de propagande. Car, au cas où vous l'ignoriez, le cinéma a servi d'outil de propagande à de nombreux gouvernements pour faire l'éloge de leur politique.
D'ailleurs, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Top Gun, par exemple, c'est du cinéma de propagande pour l'armée états-unienne, puisque le but de ces films, c'est de montrer une image cool et épique de l'armée pour donner envie aux gens de la rejoindre. Pour citer d'autres exemples, on peut penser à la Corée du Nord, dont les films de propagande sont les seuls qu'elle produit et autorise sur son territoire, aux films de propagande de l'URSS, notamment ceux de Sergei Eisenstein, dont le but était de galvaniser les foules et de glorifier le communisme. Il y a aussi eu toute une flopée de films produits par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, notamment des documentaires de propagande faits pour justifier leur politique antisémite. Mais on pense surtout au film de Leni Riefenstahl, femme tellement importante et influente qu'elle mériterait une grosse vidéo de 3 heures juste sur elle. C'était elle, la patronne du cinéma de propagande allemand sous le H. Et elle a réalisé des films cultes comme Le Triomphe de la volonté ou Les Dieux du stade, qui, malgré leur message politique plus que douteux, ont laissé un fort impact sur le cinéma du monde entier. Mais que dire aussi de tous les films états-uniens produits pendant la guerre froide, ces films qui sont aujourd'hui traités comme des classiques, mais qui ont avant tout été faits pour attaquer un ennemi à la place de bombes et de fusils. L'existence de ce genre soulève de nombreuses questions sur la place que la propagande a dans le cinéma en tant qu'art et divertissement. Car peut-être que la forme de propagande la plus dangereuse n'est pas celle que l'on reconnaît, mais celle qu'on regarde et applaudit. Angst est un film autrichien réalisé par Gerald Karl, resté dans les annales comme l'un des films européens les plus violents de tous les temps. Son histoire est simple, c'est celle d'un homme, libéré après avoir purgé une peine de prison pour meurtre, qui promet à la justice de ne pas recommencer. Sauf qu'en sortant de prison, il se met immédiatement à stalker une famille avant de massacrer chacun de ses membres un par un. Il est finalement arrêté et cette fois condamné à mort. Vous l'aurez compris, c'est un film qui se veut être un gros argumentaire en faveur de la peine de mort, et il a scandalisé toute l'Europe pour sa violence extrême. La mise en scène est particulièrement brutale et dérangeante. La particularité de ce film, c'est que tout nous est montré du point de vue du tueur, et même ses idées les plus écœurantes sur le monde nous sont montrées. Angst nous plonge dans l'esprit tordu d'un tueur malade, et c'est ce qui le rend particulièrement dérangeant à regarder. À cause de sa violence extrême, le film n'a été diffusé quasiment nulle part, ou sous des versions lourdement censurées. D'ailleurs, parfois sous le titre de Schizophrénia, complètement stupide car le film n'a rien à voir avec la schizophrénie. Ce film a coûté environ 400 000 € à produire, payé presque intégralement de la poche du réalisateur, qui, encore aujourd'hui, est cantonné à la réalisation de publicités pour éponger la dette monstrueuse que lui a causée Angst. Malgré ça, Angst reste une œuvre culte qui a son lot de fans dévoués, une expérience cinématographique qui ne laisse personne indifférent. Je vous invite à le regarder, comme Irréversible c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est de loin l'un des meilleurs films d'horreur que je connaisse. Il est efficace, très marquant et c'est vraiment dommage que ça restera sans doute l'unique film de son réalisateur qui a montré ici un potentiel monstrueux, malheureusement gâché. Mais voilà, faire un film extrême comme ça, c'est un énorme risque. Normalement, ça signe une fin de carrière. Et même s'il y a quelques miraculés comme Gaspar Noé ou Lars von Trier qui arrivent à rester en activité après en avoir fait un voire plusieurs du style, vous avez aussi beaucoup de gens qui, comme Gerald Karl, ne se relèvent pas du scandale. Si vous suivez un minimum l'actualité, vous avez sans doute déjà entendu parler de l'Iran, de son gouvernement catastrophique et tyrannique. L'Iran, c'était un pays magnifique au XXe siècle qui a connu une croissance économique et culturelle absolument spectaculaire. Mais depuis près de 40 ans, l'Iran a sombré dans la dictature la plus totale et la plus absurde. Vous avez forcément entendu parler de la police des mœurs, qui veille au respect des règles islamiques, qui a fait parler d'elle pour avoir commis de nombreuses violences contre des femmes innocentes. Si récemment le dictateur de l'Iran, Ali Khamenei, a été tué suite à une vague d'émeutes, ça n'a pas mis fin au problème pour autant et le pays est encore en proie à de nombreuses tensions. À l'heure où j'écris cette entrée, il y a un conflit entre les États-Unis et l'Iran avec Donald Trump qui a menacé de bombarder le pays et affirmé qu'un peuple entier allait mourir. Bref, les Iraniens ne sont pas sortis de l'auberge. Cette dictature a aussi grandement handicapé le cinéma et l'art de manière générale. Il y a plein de réalisateurs iraniens qui sont partis à l'étranger. Mais il y en a d'autres qui sont restés pour dénoncer le gouvernement au péril de leur vie. Le plus célèbre d'entre eux étant sans doute Jafar Panahi, un des réalisateurs les plus censurés du monde. Il a passé beaucoup de temps en prison et a même dû faire une grève de la faim en 2023 pour retrouver la liberté. C'est simple, il n'a plus le droit de faire des films. Mais jusqu'à maintenant, il a toujours trouvé des solutions pour quand même en réaliser. Pour Taxi Téhéran par exemple, l'un de ses films les plus connus, il l'a réalisé lors d'une période où il n'avait plus le droit de quitter le territoire ni de faire un film. Alors, il s'est fait passer pour un chauffeur de taxi et a filmé plusieurs de ses passagers dans le véhicule pour discuter avec eux de diverses problématiques liées à l'Iran. C'est techniquement pas un film, c'est plus un reportage ou à la limite une docu-fiction, mais cette petite entourloupe, elle a permis à Taxi Téhéran d'échapper à la censure et d'aller concourir clandestinement dans des festivals à l'étranger.
À chaque fois que le gouvernement lui a imposé une nouvelle contrainte, Jafar Panahi a toujours trouvé un moyen de la contourner. Tourner en télétravail, faire le montage à l'étranger ou encore filmer en cachette, Jafar Panahi est un vrai modèle de créativité cinématographique qui prouve qu'on peut toujours faire des films, même dans les circonstances les plus défavorables. On continue de s'enfoncer. Quelques brins de lumière percent encore l'océan jusqu'à nous, mais ce sont les ténèbres qui dominent à présent. On va essentiellement parler de disparitions mystérieuses de célébrités et de complots politiques. Le nom Scientologie doit vous évoquer quelque chose. Parodié dans GTA V, moqué dans un épisode de South Park et implémenté dans près de 160 pays, c'est tout simplement la secte la plus célèbre et puissante au monde. Elle promeut la croyance suivante. L'humain serait un esprit immortel s'étant réincarné d'innombrables fois. Souffrant à cause de traumatismes de vie passée, il aurait besoin de se défaire de ses possessions mortelles pour enfin être heureux. La Scientologie a souvent fait scandale pour deux choses. Premièrement, sa tendance à flanquer des procès pour diffamation contre quiconque formulant des critiques contre elle. L'objectif étant de faire taire tous les opposants de la Scientologie et les anciens membres qui voudraient dénoncer ses comportements abusifs. Deuxièmement, la Scientologie a acquis une réputation d'énorme arnaque dont le but premier serait de dépouiller ses membres. On parle notamment de sommes exorbitantes qui seraient demandées pour accéder à des rangs supérieurs au sein de l'organisation. C'est un véritable terrier de lapin dont je ne ferai que gratter la surface ici. Mais si le sujet vous intéresse, je vous recommande la vidéo de Simon Pouèche qui est très complète. Moi, il y a un aspect de la Scientologie sur lequel je vais me concentrer, son influence sur l'industrie du cinéma. Elle compte parmi ses membres de nombreuses personnes du cinéma, dont une qui y tient une place cruciale, Tom Cruise. Tom Cruise est sans doute la figure la plus emblématique de la Scientologie, et son rôle au sein de cette organisation dépasse largement celui d'un simple membre célèbre. Depuis les années 80, Cruise s'est immergé pleinement dans ses enseignements, adoptant pleinement les croyances de l'organisation. Il ne s'agit pas seulement d'une foi personnelle, Cruise est devenu une sorte de symbole vivant de la Scientologie, une vitrine médiatique et un ambassadeur de la religion à l'échelle mondiale. Son implication est très visible puisqu'il a utilisé sa notoriété pour attirer l'attention, apparaissant régulièrement lors d'événements officiels, donnant des interviews vantant les bénéfices de la Scientologie et défendant l'organisation face aux critiques. Il a le droit de faire ce qu'il veut évidemment, mais quand on sait tout le mal que la Scientologie a fait dans son histoire, c'est vraiment inquiétant qu'elle puisse compter sur l'aide de célébrités comme Tom Cruise pour embellir et réparer son image. Naissance d'une nation, c'est un film réalisé en 1915 par D.W. Griffith, l'un des tout premiers blockbusters de l'histoire. Il a généré un véritable engouement à sa sortie, rapportant 50 millions de dollars, un record qui n'a été battu que plusieurs décennies plus tard. C'est un film qui a façonné des codes essentiels du cinéma, comme le montage alterné, une technique qui consiste à montrer deux scènes qui se passent à deux endroits différents en même temps. Sans parler du fait que ce fut le premier film à montrer que le cinéma pouvait être un médium pour raconter des histoires longues et captivantes. Pas juste un ersatz de théâtre pour amuser les foules. En bref, c'est une pierre angulaire du cinéma qui a posé les fondations sur lesquelles les films qui sortent encore aujourd'hui se reposent. Mais petit problème, Naissance d'une nation, c'est un film de propagande pour le Ku Klux Klan. On y voit les Noirs semer le chaos aux États-Unis après que le droit de vote leur soit accordé. Ils votent systématiquement pour des mauvaises mesures, agressent les gens et sont tous unanimement mauvais. Tandis que les membres du Ku Klux Klan sont montrés comme des chevaliers persécutés, revenus mettre l'ordre et chasser les vilains noirs. C'est un film qui a envenimé les sentiments racistes déjà présents et qui a permis un retour en force du Ku Klux Klan pourtant disparu à l'époque. En bref, même si c'est un film important de l'histoire du cinéma, difficile de l'approuver à 100%. Encore un sujet que j'ai traité dans une ancienne vidéo, je vais donc faire simple. Jean Seberg était une actrice très populaire des années 60 à 70. Bien qu'états-unienne, c'est surtout en France qu'elle s'est faite connaître, notamment dans le film Bande à part de Jean-Luc Godard, où elle partage l'affiche avec Belmondo. Tout allait bien pour elle, et elle aurait pu choisir de simplement vivre sa vie en profitant des avantages apportés par son succès au cinéma, mais elle a décidé de se servir de sa célébrité pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, notamment la lutte pour les droits des personnes noires aux États-Unis. Elle soutient ainsi le mouvement des Black Panthers, un groupuscule connu pour ses actions violentes, ce qui lui vaut d'être mise sous écoute par le FBI. Ses correspondants sont espionnés, ses appels téléphoniques écoutés et une campagne de diffamation est lancée contre elle. Le pic de son harcèlement est atteint lorsqu'elle fait une fausse couche. La presse affirme que l'enfant est noir et issu d'une relation extra-conjugale. Elle est alors contrainte de montrer le cadavre au public pour montrer que ces rumeurs sont fausses. À mesure qu'elle sombre dans la dépression et subit une violence médiatique croissante, ses collègues commencent à la rejeter et elle ne trouve plus de travail nulle part. Acculée et rejetée de tous, elle finit par mettre fin à ses jours. Son corps est retrouvé le 30 août 1979 dans une voiture à Paris. Elle avait 40 ans.
Quelque temps plus tard, grâce au combat de plusieurs personnes, dont son ancien époux et le père de son enfant, le FBI reconnaît avoir secrètement mené le programme COINTELPRO, dont le but était de discréditer et de faire taire des opposants politiques. Malgré ça, et les révélations de documents stipulant noir sur blanc que la réputation de Jean Seberg devait être détruite, personne ne fut jamais jugé pour tout ce qu'elle a subi. Je vais vous raconter une histoire qui ressemble à des tas d'autres dans cette vidéo. Mais ce qui change, c'est la date, 1921. Roscoe Arbuckle, de son surnom Fatty Arbuckle, était un acteur et réalisateur de cinéma muet. Quoiqu'un peu oublié de nos jours, c'était un véritable pionnier de l'époque. C'est notamment lui qui a lancé les carrières de Charlie Chaplin et de Buster Keaton. Rien que ça. Il était très apprécié pour ses gags burlesques et rythmés. Même s'il ne l'a pas inventé, c'est notamment lui qui a popularisé le gag de la tarte à la crème au cinéma. En bref, c'était un acteur familial et très célèbre qui avait de beaux jours devant lui. Mais tout s'est effondré en 1921. Le 5 septembre de cette année, Fatty participe à une soirée privée dans un hôtel avec d'autres gens haut placés de l'industrie, notamment une certaine Virginia Rappe, qu'il découvre dans la salle de bain, ivre morte et assaillie par de violentes douleurs abdominales. 4 jours plus tard, elle meurt d'une infection, et une amie de Virginia se rend alors à la police pour porter une accusation grave. Virginia serait morte à cause d'un viol infligé par Fatty Arbuckle. Sans attendre de procès, le public et les producteurs ont immédiatement vilipendé Fatty Arbuckle. Il a été mis sur la liste noire d'Hollywood et ses films ont été massivement déprogrammés à travers tout le pays. Il faut dire qu'il y avait de nombreuses choses troublantes à propos de la soirée, comme le fait que personne n'ait appelé les secours malgré les hurlements de Virginia Rappe ou la présence abondante d'alcool qui était pourtant interdit aux États-Unis à l'époque. Mais au bout de 3 procès, Fatty Arbuckle fut finalement acquitté par manque de preuves contre lui. Il reçut carrément des excuses de la part du jury. Mais le mal était fait et plus personne ne voulut travailler avec lui. Le fin mot de l'histoire, Virginia est morte à cause de la négligence des gens présents à cette soirée, qui ont fait porter le chapeau à Arbuckle pour se dédouaner et permettre à leurs copains journalistes de se faire de l'argent avec un gros scandale. Il n'a malheureusement pas eu le temps de réparer sa réputation car il mourut en 1933 d'une crise cardiaque. Il avait 46 ans. C'est en partie à cause de cette affaire qu'Hollywood a commencé à instaurer plusieurs règles de bonne conduite pour essayer de garder une image propre. La plus célèbre d'entre elles étant le code ICE, un texte dictant ce que les films produits à Hollywood avaient ou non le droit de faire et dont on parlera peut-être une autre fois. Et si j'insiste sur l'année 1921, c'est que cette histoire est vraiment troublante comparée à celle que nous avons vue plus haut dans l'iceberg. En plus de 100 ans, ni le cinéma ni son public n'ont évolué d'un pouce. Il y a toujours eu des histoires de célébrités qui font n'importe quoi dans des soirées sombres, toujours des acteurs qui sont impliqués dans des affaires graves et nébuleuses, toujours un public qui crucifie sur la place publique des acteurs qu'ils adoraient la veille sans attendre de verdict fiable ou pouvoir faire la part des choses. C'est une histoire horrible pour Fatty Arbuckle comme pour Virginia Rappe. Et elle révèle quelque chose de troublant, c'est que le milieu du cinéma a toujours été malsain. Pour ceux parmi vous qui auront tenu jusque-là, accrochez-vous bien car nous allons entrer dans les abysses. Ici, les sujets sont bien plus obscurs que tout ce que nous avons rencontré jusqu'à maintenant. Et ils sont plus difficiles à traiter car la documentation les concernant part dans tous les sens. Quoi de mieux pour entamer cette strate que le plus grand mystère du réalisateur le plus populaire de tous les temps ? Eyes Wide Shut, littéralement les yeux grands fermés, c'est l'un des films les plus mystérieux de tous les temps. Pas parce qu'il n'est pas très connu, c'est un film de Stanley Kubrick, son dernier en plus, mais parce que son histoire est enveloppée de légendes et de théories du complot. C'est l'histoire d'un médecin new-yorkais qui mène une existence normale pour une personne tout en haut de l'échelle sociale. Belle femme, grand appartement, confort financier, il a tout pour être heureux. Jusqu'au jour où il fait la rencontre d'un homme mystérieux qui lui apprend qu'il existe un niveau encore au-dessus auquel les gens ne peuvent normalement pas accéder. De fil en aiguille, ce médecin va être entraîné dans une quête mystique et découvrir ces gens de pouvoir qui s'adonnent à des rituels occultes et dirigent la société dans l'ombre. Et c'est là que le film dépasse la fiction. Parce que ces sociétés secrètes, ces cercles fermés que montre le film, ça n'a rien d'une invention. Dans la réalité, certaines organisations ont longtemps nourri fantasmes et soupçons. Des sociétés comme Skull and Bones, connues pour avoir compté parmi ses membres des figures politiques majeures des États-Unis, incarnent cette idée d'un entre-soi élitiste, inaccessible et satanique. Autre exemple, sur cette photo, on voit Ronald Reagan et Richard Nixon, 2 présidents des États-Unis, participant à un meeting au Bohemian Club, un autre de ces groupes privés. Sur leur site, on retrouve notamment cette statue immense d'un hibou, qui est un symbole païen de sagesse, mais aussi une forme de Moloch, un ancien dieu lié au sacrifice d'enfants. Ce genre de culte malsain, on le retrouve dans tous les plus grands scandales médiatiques des États-Unis. Vous avez par exemple forcément vu cette photo, prise sur l'île de Jeffrey Epstein, un cabinet de dentiste avec des masques placardés partout sur les murs. Ça a rien à foutre là, et la seule explication plausible, c'est un culte païen qui aurait eu lieu ici. Des masques.
exactement comme ceux qu'on retrouve dans Eyes Wide Shut. Même Tom Cruise, acteur principal du film, qui d'habitude adore parler en interview, a toujours été très silencieux au sujet de Eyes Wide Shut. Rappelez-vous, c'est lui le visage de la scientologie, l'une des sectes les plus puissantes au monde. Avec ce statut, il a appris quand il pouvait parler et quand il devait se taire. Donc, c'est qu'il doit cacher des choses. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, la mort de Kubrick. Stanley Kubrick mort en mars 1999, quelques jours seulement après avoir présenté une version finale du film à Warner Bros. Officiellement, une crise cardiaque. Rien d'anormal pour un homme de son âge. Mais pour certains, le timing est troublant, car après sa mort, une rumeur se répand. Le film aurait été modifié. On parle notamment de 24 minutes qui auraient été supprimées, des scènes jugées trop explicites, trop dérangeantes, peut-être trop proches d'une certaine réalité. Aucune preuve concrète ne confirme l'existence de ces 24 minutes manquantes, mais l'idée persiste, parce qu'elle colle parfaitement au mythe. Un réalisateur obsédé par le contrôle, un film sur les élites secrètes, une mort soudaine et une œuvre finale dont personne ne peut affirmer qu'elle correspond exactement à la vision de son auteur. Que cachent ces 24 minutes qui ont été retirées du film? Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Stanley Kubrick? Qui sont les personnes qui ont voulu censurer Eyes Wide Shut? Je pense que seuls les gens de Warner Bros et l'équipe du film le savent. Mais malheureusement, ils ne nous le diront pas. Si le cas de Theo van Gogh n'a pas fait beaucoup parler de lui en France, il a cependant secoué les Pays-Bas pendant plusieurs années. Comme son nom l'indique, c'était un descendant du frère de Vincent van Gogh, le célèbre peintre expressionniste. Mais c'est bien dans le cinéma qu'il a exercé et qu'il s'est fait connaître, pour son style pour le moins abrasif. Theo van Gogh était ouvertement athée. Il ne se contentait pas d'être non-croyant, il était aussi profondément critique envers les religions organisées, qu'il considérait comme des sources d'oppression et d'hypocrisie. Dans ses interventions publiques, comme dans ses œuvres, il défendait une vision très radicale de la liberté d'expression, allant jusqu'à provoquer délibérément les sensibilités religieuses jusqu'au-delà du légal. Pour vous donner un exemple précis, en 1991, il s'est pris une grosse amende pour avoir écrit ceci dans un magazine. Pourquoi est-ce que ça sent le caramel aujourd'hui? Mais c'est parce qu'on est en train de brûler les juifs diabétiques. Ouais, c'est ce genre de mec. Et là encore, j'ai pris un exemple assez doux, mais il a dit et écrit d'autres trucs 1000 fois pires. Mais Theo van Gogh n'était pas un réalisateur obscur faisant des trucs dans son coin. 2 de ses films ont obtenu l'équivalent néerlandais d'un César. La célébrité, couplée à des provocations constantes, lui ont attiré beaucoup d'ennemis. Au début des années 2000, ces provocations étaient axées quasi exclusivement à l'encontre de l'islam et des musulmans, qu'il qualifiait de baiseurs de chèvres. Il a réalisé un court-métrage intitulé Submission, dans lequel des versets du Coran sont projetés sur le corps de femmes victimes de violences, dénonçant la condition féminine dans certaines interprétations de l'islam. Ce court-métrage a provoqué la colère de très nombreuses personnes, dont un certain Mohamed Boyre, qu'il a retrouvé le 2 novembre 2004 en pleine rue, avant de lui tirer dessus et de l'achever à l'arme blanche, pour finalement laisser une lettre de menace adressée à Ayaan Hirsi Ali, sa collaboratrice sur Submission. Mohamed Boyre n'a exprimé aucun remords et a été condamné à la prison à perpétuité sans aucune possibilité de libération, la peine la plus lourde existant aux Pays-Bas. L'assassinat de Theo van Gogh a provoqué un choc immense dans le pays et bien au-delà. Pendant des semaines, les Pays-Bas ont été traversés par une vague de tensions inédite. Des mosquées ont été incendiées, des écoles islamiques attaquées, tandis que des églises étaient également visées en représailles. Le débat sur la liberté d'expression, l'intégration et la montée de l'islam radical a explosé dans l'espace public. Si Theo van Gogh représente un cas isolé perpétré par un individu ayant agi de son propre chef, un autre réalisateur a été, quelques décennies plus tôt, également assassiné, mais cette fois dans des circonstances bien plus obscures. Le 2 novembre 1975, le cadavre du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini est retrouvé sur la plage d'Ostie, près de Rome, atrocement mutilé et écrasé par sa propre voiture. Officiellement, un jeune homme de 17 ans avoue un meurtre qui aurait mal tourné lors d'une rencontre nocturne. Mais cette version n'a jamais dissipé les doutes, d'autant que 30 ans plus tard, il s'est rétracté et évoqua plusieurs agresseurs proférant des insultes politiques et homophobes. La mort de Pasolini est survenue quelques semaines après la sortie de son film le plus radical, Salo ou les 120 journées de Sodome, qui aurait très bien pu avoir sa propre entrée dans l'iceberg parce que... Bon, si vous avez vu Salo, vous savez pourquoi. C'est une transposition du roman éponyme du marquis de Sade dans la République fasciste de Salo, où 4 dignitaires séquestrent, violent et torturent des adolescents pendant près de 2 heures de film. Pasolini montre ici un système de domination totale, comparant le fascisme historique au nouveau fascisme consumériste qui transforme les corps en marchandises et les désirs en produits. Dans l'Italie des années de plomb, marquée par le terrorisme, les manipulations politiques et les collusions obscures entre extrême droite, mafia et milieu industriel, il multipliait les tribunes incendiaires et affirmait connaître les responsables de certaines violences d'État, tout en travaillant sur son roman inachevé, Pétrole, qui abordait les scandales liés au secteur énergétique italien. Tout ça nourrit l'hypothèse d'un assassinat politique déguisé. Aucune preuve ne confirme définitivement un complot, mais la brutalité collective du crime, les incohérences de l'enquête et le contexte explosif ont installé le doute durablement.
Ce qui est ironique, c'est que le dernier film de Pasolini mettait en scène des jeunes sacrifiés par un pouvoir cynique et organisé, et lui-même est mort tué par un système de la sorte. Comme si Pasolini, qui dénonçait l'inhumanité du système, en était devenu la victime ultime. Bon, là pour le coup je pense que vous êtes au courant, mais le cinéma est une véritable machine à détruire les enfants. Si mettre des enfants dans le cinéma ça peut leur servir de tremplin et être magnifique pour eux, ça les met aussi en contact de personnes très malsaines, ce qui est souvent destructeur. C'est un sujet qu'on a un peu effleuré dans cet iceberg et que j'ai traité plus en détail dans la vidéo sur Mignonne. Mais pas besoin d'aller dans des cas aussi extrêmes, car dans une grande partie des films avec lesquels vous avez grandi, les enfants qui y ont joué ont énormément souffert par la suite. Judy Garland. Très jeune, elle est propulsée au rang de star mondiale grâce au Magicien d'Oz. Mais derrière l'image lumineuse, les studios contrôlent absolument tout. Son poids, son sommeil, son comportement. Elle grandit dans un système qui ne lui laisse aucune enfance. Et elle développera plus tard de graves dépendances ainsi qu'une profonde détresse psychologique qui l'amèneront à une mort prématurée. Macaulay Culkin. Icône des années 90 avec Maman j'ai raté l'avion, il devient l'un des enfants les plus célèbres au monde. Mais très vite, sa vie personnelle se fissure. Ses parents se déchirent pour le contrôle de sa carrière et de son argent et il finira par les attaquer en justice pour reprendre le contrôle de ses revenus, avant de s'éloigner totalement du cinéma. Sans parler de son addiction à la drogue qui lui a valu un séjour en prison. Jake Lloyd, visage du jeune Anakin dans Star Wars La Menace Fantôme, il subit une pression énorme après la sortie du film. Harcèlement scolaire, critiques violentes, surexposition médiatique, il arrête rapidement le cinéma. Plus tard, il souffrira de troubles psychologiques graves. Bref, des histoires comme ça, il y en a littéralement des centaines à travers le monde entier, mais elles montrent toutes qu'on a sérieusement besoin de plus de structures et de lois pour protéger les enfants dans l'industrie. Il y a deux pétitions dont je voudrais parler ici. Je les mets dans la même entrée car elles sont symptomatiques du même problème qui ronge l'industrie depuis trop longtemps. La première a été créée à la suite d'une affaire judiciaire en France en 1977. 3 hommes ont été arrêtés pour avoir agressé des enfants. Incarcérés, ils vont passer plus de 3 ans en détention provisoire à cause de la justice qui demande un procès en huis clos, ralentissant considérablement l'affaire. Et c'est là qu'entre en jeu Gabriel Matzneff, écrivain bien en vue dans le milieu parisien à l'époque, mais tristement célèbre aujourd'hui pour avoir commis des actes pédophiles. Il lance 2 tribunes dans le journal Le Monde pour faire parler de l'affaire et exiger la libération de ces 3 hommes, ainsi qu'une pétition demandant un assouplissement des lois concernant les relations entre adultes et mineurs. Pétition qui sera signée par tout le gratin médiatique parisien. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Jacques Lang, Philippe Solers, mais malheureusement, et c'est pour ça que j'en parle ici, aussi par des gens du cinéma, comme Patrice Chéreau, réalisateur de plusieurs films historiques de renom et président du Festival de Cannes en 2003. Heureusement, la pétition n'a pas eu d'effet et les hommes n'ont pas été libérés. Mais c'est vraiment inquiétant que cette pétition ait été créée et soutenue par les personnes ayant le plus d'influence sur la culture en France à l'époque. On peut vraiment se demander pourquoi ils ont fait ça. La seconde pétition a eu lieu en 2009, alors que les États-Unis ont essayé d'arrêter Polanski pour ce qu'il a fait à Samantha Gamer. Rappelez-vous, on l'avait juste laissé s'échapper car un juge faisait n'importe quoi avec son affaire. Quand les célébrités d'Hollywood ont appris ça, ils ont lancé une pétition pour demander la libération de Polanski. Les signataires étaient vraiment variés d'ailleurs. David Lynch, Bertrand Tavernier, les frères Dardenne, Wong Kar-wai, Woody Allen, Martin Scorsese, tous assemblés pour défendre un criminel. Ce qui a poussé les États-Unis à arrêter la procédure et à la Suisse, qui l'avait arrêté, à le laisser repartir en France. Ces 2 pétitions révèlent quelque chose de profondément dérangeant sur l'industrie du cinéma. Les gens qui la composent et la dirigent forment un réseau qui est prêt à s'unir pour défendre les pires criminels qu'elle comporte. J'ai menti. Nous avons atteint le fond des abysses mais pas la fin de l'iceberg. Il y a une dernière strate, un endroit où l'horreur devient plus obscure et monstrueuse encore, tellement qu'elle en est à peine documentée. Nous arrivons dans le vide. Nous sommes à présent tout au fond de l'iceberg, un endroit sombre et maudit où ni lumière ni espoir ne persistent. Nous sommes dans les bas-fonds de l'espèce humaine et de ce qu'elle peut faire de pire. On va parler ici de sujets extrêmement graves et lourdement censurés, dont il est dangereux de simplement parler à cause des personnes puissantes qu'ils impliquent. Et malheureusement, je pense que vous savez parfaitement quelle est la première entrée de cette strate. Je vous ai parlé plutôt des enfants qui se sont fait complètement avoir par le cinéma. Des jeunes talents que l'industrie a bouffés pour n'en recracher que les os. Mais il y a encore pire, ceux qui ont été victimes de pédocriminels. À partir de là, et pour le restant de l'iceberg, on va entrer sur un terrain nébuleux, car on va parler d'histoires qui ont été passées sous silence. Ce sont des secrets avérés mais pas reconnus légalement, et il y a donc tellement de sources diverses que ce serait facile de tomber dans les théories du complot, et de penser qu'on vit dans une société complètement pourrie.
ce qui est plutôt vrai. Il y a notamment les chaînes de télé pour enfants états-uniennes qui sont infestées de gens ultra malsains, utilisant la proximité avec un jeune public pour assouvir leurs pulsions malsaines. Je pourrais vous parler notamment de Jake Goldman, animateur ayant travaillé sur la version de 2016 des Super Nana, qui a intégré un décalque de lui-même dans la série, pour lequel Belle, l'une des 3 héroïnes, a des sentiments amoureux. Belle, qui je le rappelle, est âgée de 5 ans. Des gens malsains comme lui, il y en a des tas d'autres, mais je voudrais surtout parler de ceux qui ont fait du mal à de vraies personnes. L'un des plus tristement célèbres d'entre eux étant Dan Schneider. Le cas de Schneider est particulièrement révélateur. Longtemps considéré comme un des piliers de Nickelodeon, il a fait l'objet de plusieurs accusations concernant des comportements inappropriés sur les plateaux. Il demandait des photos de pieds à des mineurs en public et exigeait des faveurs à ses actrices avec des menaces de détruire leur carrière en cas de refus. Rien qui n'ait conduit à des condamnations judiciaires, mais suffisamment d'éléments pour détruire sa réputation. Et puis, il y a des cas encore plus explicites, comme celui de Brian Peck. Lui, ce n'est pas une zone grise, il a été condamné pour agression sur mineur. Et malgré cela, malgré les faits, malgré la condamnation, il a continué à bénéficier de soutien dans l'industrie. S'il a directement plaidé coupable, c'était sans doute pour empêcher qu'une enquête démarre, ce qui a marché. Probablement pour couvrir ses amis criminels comme Bryan Singer, réalisateur de la majorité des films X-Men, lui aussi accusé à plusieurs reprises d'abus sur mineurs, sans jamais qu'une procédure ne soit lancée contre lui. Ça prouve quelque chose, c'est qu'il existe dans l'industrie des cercles de criminels qui se protègent mutuellement, s'échangent leurs fétiches et s'arrangent pour garder des enfants sous leur emprise. C'est horrible, mais on ne fait que commencer. Jeffrey Epstein est l'une des personnes les plus dégueulasses que cette planète ait portée. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur lui parce que je pense que vous êtes déjà tous au courant de ce qu'il a fait. Vous êtes donc tous au courant que Jeffrey Epstein était un puissant homme d'affaires états-unien qui s'est servi de ses ressources pour construire une île privée où des enfants étaient torturés, violés et tués. Un club privé où étaient également invités des personnes riches et célèbres pour commettre de tels actes. Epstein a utilisé ses contacts pour échapper à la justice plusieurs fois avant d'être enfin incarcéré en 2019 pour mourir en prison dans des circonstances mystérieuses. Si l'affaire est longtemps restée dans l'ombre, en début d'année, de nombreux documents liés à l'affaire ont été déclassifiés, même si certains sous une forme lourdement censurée. Plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos et près de 200 000 images d'un puissant réseau de criminels qui a proliféré et existé dans l'ombre depuis au moins les années 90. Mais si je veux éviter de m'attarder sur Epstein, c'est parce que c'est un type qui me dégoûte à un point que vous n'imaginez même pas. Rien que de voir des photos de lui avec son sourire narquois et son air satisfait, ça me retourne l'estomac. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui vous racontent tous les détails sordides de ce personnage, comme toutes ses paraphilies malsaines ou le fait que c'était un suprémaciste juif qui considérait toutes les personnes non juives comme du bétail dont il pouvait abuser à sa guise. Mais c'est pas dont je veux parler ici. Je veux éviter de grandir ce personnage de la moindre manière. C'était un sac à merde ravagé du bulbe et j'espère qu'il brûle en enfer à l'heure où je parle. Rien d'autre. Je pourrais aussi vous parler de toutes les célébrités du cinéma qui ont été sur l'île pour torturer des enfants comme Kevin Spacey dont on a parlé plus tôt, ou d'autres comme Woody Allen ou Brett Ratner qui eux aussi avaient des liens avec Epstein. À la place, je voudrais me concentrer sur les victimes et surtout comment ces dernières ont essayé d'alerter le monde au sujet d'Epstein. Elles ont fait face à un problème similaire aux victimes de Weinstein, c'est-à-dire qu'on les a fait taire et que les célébrités qui savaient avaient peur de parler par peur de perdre leur place dans l'industrie. Mais surtout, j'insiste sur un point important, tout aurait pu être empêché. L'île, les trafics d'enfants, les agressions, on a toujours essayé de dénoncer les agissements de Jeffrey Epstein, et ce, depuis près de 20 ans. Nombreuses sont les anciennes victimes de Epstein qui ont essayé d'alerter la presse à ce sujet. Nombreux sont ceux qui se sont battus avec leurs maigres ressources pour l'arrêter et faire lancer une procédure contre lui. Et nombreux sont ceux qui ont utilisé Internet pour le dénoncer. C'est vraiment affolant de voir tous ces gens qui ont essayé de combattre Epstein, tout ça pour se faire censurer ou traiter de fou. Je pourrais notamment vous parler de Maria Farmer qui dès 1996 a alerté le FBI des agissements d'Epstein, tout ça pour être crassement ignoré. De Joseph Recarré, enquêteur qui dès 2005 avait identifié près de 40 victimes de Epstein et assemblé de nombreuses preuves contre lui, ou encore de Virginia Giuffre, autre victime de Epstein, qui a passé les 20 dernières années de sa vie à se battre contre lui et son armée d'avocats avant de mourir en 2025 dans un accident de voiture plus que mystérieux. Si on avait écouté tous ces gens, qu'on les avait pris au sérieux, on aurait pu arrêter Epstein bien plus tôt. Mais alors, pourquoi on n'a pas agi ? Eh bien, c'est car une grande partie des médias sont corrompus et n'ont pas intérêt à parler de ces affaires. Comme je vous l'ai dit, quand on est riche et célèbre comme Epstein, on a les moyens de se mettre la presse et la justice dans la poche, et de faire taire tout opposant. Mais il faut avouer aussi qu'on est un peu tous responsables. On traite des petites conneries comme des problèmes majeurs de la société, et on ignore pendant des années des gens comme Epstein qui nuisent sérieusement à la vie et à l'intégrité de personnes innocentes. Il faudrait qu'on réapprenne à évaluer correctement qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui mérite sérieusement notre indignation et qu'est-ce qui est juste un croque-mitaine créé par les médias pour nous distraire. Des vrais problèmes.
pour éviter que des cas comme Epstein se reproduisent. Bref, je pourrais encore parler plus en détail sur comment Epstein a échappé à la justice pendant des années, ça deviendrait très long et très déprimant. On prend pas assez les affaires de ni la corruption dans les hautes strates de la société au sérieux. Et le fait que dans les dossiers Epstein qui ont été révélés, ce monstre et ses compères prédateurs soient mieux protégés que leurs victimes, vous montre où est la priorité de la justice états-unienne. Et malgré toutes ces révélations, rien ne s'est produit. Aucune arrestation, aucune exécution, aucun assassinat de personnalités impliquées dans les dossiers, alors qu'on pourrait aller tous ces fils de p***, dont certains qui, comme Jack Lang, nous coûtent des centaines de milliers d'euros d'impôts chaque année. On se dit, mais que font les gens? Ils font des blagues. Vous voyez ces vidéos bizarres générées par Ria où Jeffrey Epstein est ami avec des gens morts comme Charlie Kirk ou George Floyd et qu'ils font des jeux ensemble comme si c'était les personnages d'un putain de dessin animé? Évidemment, la majorité d'entre elles sont réalisées par des gens un peu perchés qui veulent juste faire de l'humour noir, mais elles minimisent complètement l'horreur des histoires de ces différentes personnes et avec le temps, elles font que les gens se désensibilisent de la violence dans la société et ne sont plus capables de se révolter contre quoi que ce soit. Il y a plusieurs études ayant prouvé qu'effectivement, une exposition trop régulière à la violence amène à un détachement de cette dernière. À force de transformer l'horreur en divertissement, on finit par la rendre normale, et quand quelque chose devient normal, on cesse de vouloir la combattre. On ressent moins, on réagit moins, on s'indigne moins, on devient spectateur. Pour être honnête, je suis moi-même tombé dans ce piège. À force de consommer ce genre de contenu, j'ai senti une forme d'indifférence s'installer, et j'ai fini par rire de choses qui auraient dû me révolter. Si Jeffrey Epstein me dégoûte autant, c'est parce que j'ai fini par rire de ce qu'il a fait, à force de voir tout le monde faire pareil sur les réseaux. C'est là que j'ai compris que j'étais devenu apathique. Alors, j'ai tout coupé. J'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone, et depuis, j'essaye de me reconnecter à mes propres émotions, de retrouver une capacité simple, primitive même, être touché. Une chose que la société moderne a fini par nous enlever avec toute la violence qu'elle nous envoie à la figure à longueur de journée. C'est un paradigme malsain qui s'est créé principalement sur les réseaux, et il a donné naissance à plusieurs théories du complot. Ces théories prétendent qu'il existerait une volonté délibérée, une machine invisible dont le but serait de détourner l'attention, de diluer l'horreur, de transformer une affaire monstrueuse en matière même. Que derrière ces vidéos abrutissantes générées par Ria, il y aurait un groupe secret qui aurait une stratégie. Rendre le réel ridicule pour éviter qu'il ne devienne insupportable et que les gens se révoltent. Mais le plus troublant, c'est qu'on n'a même pas besoin que ce soit vrai pour que ça fonctionne. Parce qu'au final, le résultat est le même. Nous sommes arrivés au fin fond de l'iceberg. Nous avons vu ce que le monde du cinéma pouvait faire de pire et nous avons mis en lumière des réseaux de criminels qui contrôlent cette industrie dans l'ombre. C'est là que s'arrête non pas l'atrocité de cette industrie, mais celle que nous connaissons. Toutes les actions de Harvey Weinstein étaient connues bien avant le scandale. Toutes celles de Jeffrey Epstein aussi. Vos célébrités préférées étaient au courant. Lil était présente sur des jeux mobiles comme Pokémon Go, les messages où ils parlaient de leur torture d'enfants étaient envoyés par des iPhones et par mail facilement traquables. Si ces deux scandales ont éclaté après des années, qui sait quelles horreurs se cachent encore dans l'ombre? Et qui connaît les vrais tenants de ces affaires? Peut-être que Jeffrey Epstein n'était qu'un énième trafiquant d'humains pour millionnaires parmi tant d'autres. Peut-être qu'il est encore vivant et qu'il se cache quelque part dans le monde pour échapper à la justice. Peut-être que c'était juste un employé et que l'opération était en réalité dirigée par quelqu'un de bien plus secret et dangereux. C'est peut-être des théories du complot, mais quand vous regardez les dossiers, il y a des éléments qui corroborent ces idées. Et ça nous amène à quelque chose de bien plus terrifiant. Le cinéma existe depuis 1895. En plus de 130 ans d'histoire, et comme nous avons pu le voir dans cette vidéo, il y a toujours eu des histoires d'abus de pouvoir, d'agression, d'espionnage, de lynchage, de harcèlement, de discrimination, de meurtres qui ont été couverts par des gens de pouvoir. Qui sait combien d'affaires ont été couvertes et n'ont jamais éclaté? Qui sait combien de vies ont été détruites par l'industrie? Combien d'horreurs sont perdues dans les méandres de l'histoire du cinéma? Derrière les beaux films, les tapis rouges, les acteurs magnifiques, les sourires, les millions, les récompenses, les prestiges et les talents, se cachent des horreurs dont jamais nous ne saisirons la vraie nature. Quand j'étais au lycée, j'ai été harcelé par quelqu'un que je croyais être un ami. Je n'ai d'ailleurs pas du tout été la seule victime. Il n'a jamais été puni puisque le lycée l'a couvert. Je ne sais pas où il est et je ne veux pas savoir. Dans ma vie, je n'ai jamais eu la moindre expérience romantique ou sexuelle positive. Ça a toujours été des outils qu'on a utilisés contre moi pour m'humilier ou me rabaisser. Et je sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont se foutre de moi pour me mettre à nu de la sorte sur YouTube, mais c'est pas grave, j'assume. Souvent, on peut se dire que ce genre de choses, ça n'arrive qu'aux autres. On met de la distance avec ces violences pour éviter qu'on se sente concerné ou impacté. Mais moi, je peux plus faire ça.
Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous pourrez retrouver un peu de sensibilité face à ces histoires, si comme moi, vous l'aviez perdu à cause de toute la merde que les réseaux sociaux vous balancent au visage toute la journée. Et si avec cette vidéo, j'ai réussi à éveiller vos consciences sur les sujets que j'y ai dénoncés, à redonner un peu de valeur aux vies humaines sur cette plateforme infestée d'apathie, alors je pense que j'aurai accompli quelque chose d'important. Ces histoires, ce sont pas des blagues, ce sont pas des faits divers, ce sont des vies détruites et des personnes qui, si elles survivent, mettent des années à s'en remettre. Arrêtez d'en rire, arrêtez de les ignorer. Et si des gens autour de vous sont victimes ou ont été victimes de harcèlement sexuel ou de choses du genre, écoutez-les et aidez-les à se défendre et à prendre la parole. Si la société ne punit pas assez sévèrement ce genre de comportement, c'est justement car on laisse ces dernières sombrer dans l'apathie et qu'on laisse les victimes souffrir. Parce que ça devient normal d'écouter à longueur de journée des histoires horribles du genre. On en vient à s'habituer à des choses atroces. Alors si on veut vraiment combattre tout ça et créer un monde meilleur où ces choses ont moins de place, il faut qu'on reprenne conscience de ce qu'elles sont réellement, de ce qu'elles impliquent et qu'on les traite à leur hauteur. Et pour ça, il faut arrêter de regarder des vidéos sur internet et commencer à agir.